Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les dirigeants actuels n'ont pas de capacité à gérer les demandes de leurs administrés et à voir le chaos qui règne depuis un certain temps suite au manque de carburant. L'analyse a été faite par le professeur Julien Nimobona lors d'une interview accordée à nos confrères du journal Iwachu. Nous y reviendrons dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la désolation de la communauté humanitaire au Burundi qui regrette le maigre financement alloué au plan de réponse pour le Burundi. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de réseaux scolaires. Voilà pour les grandes lignes. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. À la une, aujourd'hui, l'on parle des cérémonies de remise et reprise ce samedi entre les archevêques de Gitega, Bonaventure Nahimana, l'entrant, et Simon Hamana, le sortant, qui prend directement sa retraite. Plusieurs personnalités du pays, dont le chef de l'État et les ministres, certains membres des corps diplomatiques accrédités à Bujumbura, avaient rehaussé de leur présence ces cérémonies. Il est à signaler que Bonaventure Nahimana est le 7e évêque à diriger l'archevêché de Gitega. En page politique, prendre le pouvoir est une chose et gouverner en est une autre. Propos tenus par le politologue Julien Nimobona au cours d'une interview accordée au groupe de presse Iwachu sur la situation socio-économique du Burundi. Pour Julien Nimobona, gouverner, c'est d'abord développer des capacités de gérer les demandes concrètes des gouvernés et la gestion de l'actuelle pénurie du carburant ainsi que d'autres produits de première nécessité augure l'échec du pouvoir en place selon Julien Nimobona. Quelques points importants de cette interview du politologue Julien Nimobona avec Eric Niyonzima. Le gouvernement du Burundi doit revoir la mesure qui restreint le périmètre de circulation permis aux motos, vélos et tricycles à mairie de Bujumbura car l'impact de cette mesure n'a pas été bien mesuré. Répondant aux questions d'un journaliste du groupe de presse Iwachu, le politologue Julien Nimobona a fait savoir que lorsque le ministre de l'Intérieur a pris cette décision, il n'a pas vu venir que cette crise russo-ukrainienne avec ses conséquences. Il s'agit par contre l'idée émise ce mardi par le ministre de l'Intérieur à la suite de l'intervention du Premier ministre la semaine dernière devant le Parlement qu'il faudra revoir la mesure et considérer les cas des usagers utilisant les vélos et les motos à des fins de déplacement personnel ou professionnel. Quant à l'actuelle pénurie du carburant, professeur Julien Nimobona propose au gouvernement du Burundi d'adopter des choix bien inspirés à l'instar du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Au Ghana, a-t-il indiqué, les dirigeants ont arrêté une série de mesures contraignantes pour les plus hautes autorités dirigeantes, telles que la réduction des salaires, la suspension des missions à l'étranger, etc. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État a décidé la réduction du nombre de ministres et de manière générale du train de vie de l'État pour dire que la compétence face à des défis présents suppose une vision, un dépassement des réponses de courte vie et des intérêts de groupe, c'est le professeur Julien Nimobona. À la question de savoir pourquoi, chez nous, on n'arrive pas à anticiper pour limiter l'impact des crises pourtant annoncées, Julien Nimobona répond que prendre le pouvoir est une chose, gouverner en est une autre. Il explique qu'on a affaire à des élites manias qui, à défaut d'avoir cette grande vision d'État et de la nation, sont alors déterminées par des intérêts personnels ou de groupes d'intérêts bien protégés par un système clientéliste à masque communautaire. Au fil du temps, a-t-il martelé, il y a probablement des élites qui continuent à baigner dans l'imaginaire idéologique qu'elles sont elles-mêmes créées et par conséquent de penser qu'elles sont toujours à la fois raison et le soutien populaire, quelles que soient les conditions de vie de la population, notamment l'état des routes, le chômage des jeunes, les conditions salariales catastrophiques des travailleurs, sans oublier l'inflation des prix des produits de première nécessité. Cette fausse représentation, a-t-il souligné, amène ces élites politiques à s'installer dans une logique de monolithisme, celle d'un monopartisme de fait. Il en découle cette tentation d'épouser la seule et unique vérité des dirigeants à laquelle tout le monde doit se soumettre.
En témoigne l'exemple de la séance à l'Assemblée nationale où le débat a été refusé aux députés suite à la décision du ministre de l'Intérieur en rapport avec l'espace de circulation de taxis vélos, taxi-moto et tuk-tuk. Eric Niyonzima. De la politique, passons à la page diplomatique de ce journal, où en cas de maltraitance d'un Burundais en Arabie Saoudite, c'est le gouvernement burundais qui empochera les dommages et intérêts. Un gouvernement qui, paradoxalement, met sur le dos du pays hôte tous les frais d'enterrement et de rapatriement du corps, s'il advient qu'un travailleur burundais décède en Arabie Saoudite. Emmanuel Nyungeko pour plus de détails. Lors de l'analyse d'un projet de loi régissant les accords sur la main-d'œuvre que le gouvernement burundais offrira à celui de l'Arabie Saoudite, nombreux parmi les députés ont eu des inquiétudes sur ce projet de loi et ont demandé ce qui va se passer en cas de difficultés rencontrées par ces Burundais. Interrogé par les députés sur le sort d'un travailleur burundais qui sera maltraité en Arabie Saoudite, le ministre Gervais Ndirakobucha leur a signifié que c'est le gouvernement d'Arabie Saoudite qui indemnisera celui du Burundi. Il y aura d'autres lois supplémentaires qui vont accompagner cette loi afin de responsabiliser le pays hôte qui sera accusé d'avoir maltraité un travailleur qu'il emploie légalement. Dans ce cas, c'est le Burundi comme pays qui aura livré cette main-d'œuvre qui sera dédommagée car maltraiter un citoyen d'un pays, c'est porter préjudice à son pays d'origine. Lorsqu'il s'agira de saisir les instances juridiques, le ministre Ndirakobucha a indiqué que c'est le gouvernement qui s'en chargera. S'il arrive qu'il y ait des litiges qui nécessitent une assistance juridique, c'est le gouvernement qui mettra à la disposition des victimes ses avocats afin qu'ils puissent les défendre. L'ambassade dans ce pays a un rôle primordial de suivre de près les questions de tout Burundais et de le rétablir dans ses droits. Les représentants du peuple ont également demandé ce qui va se passer en cas de décès. Le ministre Gervais Ndirakobucha a indiqué que ce cas sera traité par l'organisation qui aura recruté ce travailleur. Nous avons demandé que ces organisations chargées de faciliter les transferts déposent à l'avance un certain montant à la Banque de la République du Burundi, une somme qui sera utilisée en cas de décès de l'un ou l'autre travailleur qui reste dans ce pays. Il n'est pas question que le gouvernement burundais prenne ça en charge. Dans nos éditions de demain, nous vous parlerons de la privation de certains droits, notamment celui des salaires de ces travailleurs burundais en Arabie Saoudite. En page éducation, les responsables de l'Université du Burundi devraient prendre des mesures pour redresser les étudiants Imbonerakure qui s'arrogent le droit de persécuter leurs confrères pour divergence d'opinion. C'est du moins le conseil donné par le professeur Charles Nditije qui fait également un clin d'œil à ces étudiants Imbonerakure en leur demandant de ne pas se laisser distraire par des activités politiques en hypothéquant leur avenir. Suivez. Le fait que les Imbonerakure en provenance de l'Université du Burundi à Bujumbura aient semé la pagaille au campus Sege à Gitega traduit d'une indiscipline notoire qui caractérise ces jeunes du CNDD-FDD. On dirait qu'ils sont au-dessus de la loi et des règlements régissant les institutions, que ce soit l'université ou les écoles secondaires et même la vie sociale. C'est pour cela d'ailleurs que les Nations Unies les ont caractérisés de véritables milices. Demander le rôle des autorités de l'université ou du ministère, c'est une question assez gênante parce que on récolte ce qu'on a semé, comme on dit, et le mauvais exemple vient justement des autorités administratives et autres et du parti CNDD-FDD. Pour qu'ils puissent changer de comportement, il faut que le CNDD-FDD les ramène à la raison, leur donne une éducation civique, de respect des autres, de respect de la loi sociale, et qu'ils puissent également sanctionner les coupables pour dissuader ces fauteurs de troubles, pour leur montrer qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi.
Je les invite d'ailleurs, ces Imbonerakure, à comprendre que le CNDD ne les aime pas, ne prépare pas leur avenir parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Ceux qui sont aux études ne réussissent pas nécessairement parce que l'importance est mise sur le politique et non sur l'éducation scientifique et morale. Et cela devrait les inviter à ce qu'ils comprennent que leur avenir ne dépend pas de ces rondes nocturnes, de ces intimidations, de ces violences qui les caractérisent. Devrait plutôt demander au parti CNDD-FDD de repenser autrement leur avenir et de leur donner une éducation qui convient, de leur chercher des emplois qui puissent leur permettre de pouvoir espérer un avenir meilleur pour eux. La réaction du professeur Charles Nditije intervient après que ce mercredi des étudiants en provenance de Bujumbura aient tabassé leurs collègues de Dzégué. C'est au moment où ces étudiants s'étaient rendus à Gitega pour élire les représentants des étudiants. Et à part les Imbonerakure, la pénurie du carburant fait aussi partie des éléments qui perturbent les activités scolaires au Burundi et plus particulièrement en mairie de Bujumbura. En effet, cette pénurie paralyse le transport en commun à telle enseigne qu'élèves et enseignants éprouvent de la peine à arriver à temps au lieu de travail, d'où ils demandent avec insistance au gouvernement de disponibiliser des bus scolaires à défaut de régler ce problème répétitif de carence de carburant. Le reportage est signé Marie-Ange Ilakoz. Une semaine vient de s'écouler depuis la rentrée du 3e trimestre. C'est une semaine de stress, aussi bien que les élèves que pour les enseignants. Selon le journal La Voix de l'enseignant, dans son article du 22 avril, ils sont confrontés à la perturbation des activités scolaires. C'est à cause de la pénurie de carburant qui perdure. Une pénurie qui a conduit à la paralysie du transport en commun. Selon les enseignants via leur journal, élèves et enseignants qui habitent le sud de la mairie et qui doivent se présenter dans les écoles du nord de la même mairie sont obligés d'arriver à l'arrêt bus avant 6 heures. Et au journal de se demander comment un élève qui commence les cours à 7h30 va suivre ses cours avec tout stress lui infligé par les bousculades aux arrêts bus pour avoir de place dans le bus. Journal Voix de l'enseignant déclare que ceux qui viennent des quartiers périphériques comme Ruziba au sud, Kinama au nord de la capitale économique pour se rendre aux écoles qui sont au centre de la ville rencontrent beaucoup de difficultés. Les files d'attente sont remarquables dès 6 heures du matin jusqu'à 11 heures. Pour le journal, cette situation fait qu'il y ait chaque fois de retard chez les élèves. Le journal rappelle les retards où les absences sont généralement punies. Relayé par le journal, un élève se demande si les retardataires seront punis conformément au règlement scolaire ou s'ils seront excusés. Pour trouver solution à ce problème, déclare journal Voix de l'enseignant, un enseignant demande aux autorités municipales de chercher des bus scolaires. Pour lui, ces derniers seraient servis en carburant les premiers. Au cas contraire, les enseignants trouvent que la mairie de Bujumbura risquerait de connaître un taux élevé d'abandon scolaire. Marie-Ange Ilakoze, un montant de 180 millions de dollars américains, telle est l'aide nécessaire dont la communauté humanitaire a besoin pour secourir les vulnérables au Burundi. C'est du moins ce que l'on peut lire dans un communiqué de presse sorti le 21 avril par la communauté humanitaire au Burundi, une communauté qui regrette que le plan de réponse humanitaire pour le Burundi n'est pas financé à la hauteur des besoins. Les détails avec Elvis Niomongue. 947 000 est l'effectif de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire d'urgence selon la communauté humanitaire au Burundi. Toutefois, selon le communiqué de presse de ces organisations humanitaires, au total, 1 800 000 est le nombre de personnes nécessitant une aide. Pour cela, la communauté humanitaire trouve qu'une aide de 282 millions de dollars américains est le montant requis pour financer le plan de réponse humanitaire pour le Burundi pour l'année de 2022. Ces humanitaires indiquent dans les communiqués que nombreux parmi les personnes nécessitant de l'aide sont les femmes et des enfants. La communauté humanitaire du Burundi s'inquiète cependant que jusqu'à présent, le plan de réponse humanitaire burundais reste moins financé. En collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le coordinateur résident du système des Nations Unies, la communauté humanitaire du Burundi lance un appel à la communauté internationale de bien vouloir disponibiliser les fonds nécessaires à cet effet. En plus de cela, OCHA, le bureau de la coordination
coordination des affaires humanitaires, branche de l'ONU, avait dans son rapport fait savoir que le secteur de la santé, l'éducation, les réfugiés, les rapatriés, les déplacés internes sont parmi ceux qui nécessitent cette aide. Malheureusement, selon le même rapport d'OCHA, cette aide n'est jusqu'ici financée qu'à 6% seulement. Pourtant, les vulnérables de leur part continuent de mener une vie difficile là où ils sont dans différents ménages. Parmi ces vulnérables, OCHA implique les victimes des inondations et les déplacés internes. Alors que pour l'année 2021, le plan de réponse humanitaire pour le Burundi n'a été financé qu'à 36,7% seulement. Le secrétaire permanent dans le ministère des Affaires étrangères demande aux partenaires du gouvernement de répondre massivement au financement de ce plan. Merci à toi Elvis Niomungere. Une courte pause et nous parlons société. Certains agriculteurs de la province Karoussi accusent l'entreprise FOMI d'avancer par tâtonnement. C'est au moment où cette dernière vient de leur livrer un type d'engrais qu'ils n'utilisent jamais à cause de la structure de leur sol. Un engrais qui plus et n'a jamais figuré dans les commandes faites par cette population. Le point avec Eloge Divin, Rémicha. L'engrais FOMI de type Imbura est celui utilisé généralement par les agriculteurs de la province Karoussi. Mais malheureusement, certains habitants indiquent avoir été surpris et étonnés de constater que l'entreprise FOMI ne leur a octroyé que l'engrais de type Totahaza, d'où ils l'ont boycotté, comme en témoigne cet agriculteur. En principe, ici chez nous, les agriculteurs ne s'approvisionnent pas en engrais FOMI de type Totahaza. L'une des causes est que notre sol n'est pas encore dégradé, ce qui fait que l'usage de l'engrais Imbura seulement fait l'affaire. Vous comprenez qu'il n'y avait pas aucune raison qui pousserait les agriculteurs à aller prendre l'engrais Totahaza. Ces cultivateurs font savoir que, pour le moment, seuls les commerçants de la place sont en train d'en tirer profit, vu qu'ils achètent tout cet engrais afin de le revendre dans d'autres provinces. Les agriculteurs sont vraiment en colère. Les entrepôts où sont déposés ces engrais apportés sont toujours presque pleins. Il se remarque un mouvement de commerçants qui profitent pour acheter cet engrais Totahaza afin de le vendre dans l'avenir. Révoltés, les cultivateurs de Karoussi demandent à la FOMI de toujours vérifier que la livraison est conforme à la demande au lieu de toujours livrer des engrais qui ne leur aident en rien. Sinon, cette négligence risque d'impacter sur toute leur récolte. Éloge Divin, Rémicha. De Karoussi cap sur Mouranvia où des chacals sèment la panique sur la colline Elemera de la zone Chambo en commune Mouranvia. Dans une période ne dépassant pas un mois, ils ont tué une personne et blessé plusieurs autres. Francine Mahoro nous fait le point. Bien sûr, ils ont été mordus. Un des victimes était un sentinelle à l'hôtel Base Lodge. Cette personne est l'un des habitants de la colline Elemera, zone Chambo, en commune et province Mouranvia. Elle raconte comment la population de cette localité est menacée par l'invasion des chacals enragés. Elle précise que ces animaux sauvages ont déjà tué une personne, blessant d'autres, sans oublier un nombre important d'animaux domestiques qui ont été mordus. L'une des victimes de cette attaque des chacals enragés était un homme adulte. On ne sait pas s'il se rendait au travail ou dans la prière matinale. Il a été attaqué en cours de route et il s'est défendu en tuant la bête. Malheureusement, il a été blessé sur le bras. Il s'est fait soigner à l'hôpital, mais il est décédé après avoir terminé la cure lui administrée. Une autre personne a été elle aussi mordue par les mêmes bêtes, mais je ne sais pas si elle est encore en vie. Selon toujours cet habitant de la colline Elemera, ces chacals enragés attaquent aussi les chiens et ces derniers, une fois mordus, deviennent eux aussi enragés et attaquent à leur tour tout ce qui se trouve sur leur passage, y compris les êtres humains. Ces derniers sont pour le moment terrifiés. Pour sortir de leur domicile, selon toujours cet habitant de la colline Elemera, ils doivent se munir de machettes et de gourdes pour se défendre une fois attaqués. Les gens ont peur de sortir de leur ménage, surtout tôt le matin et le soir. À part la colline Elemera, ces bêtes féroces sont presque partout dans la zone Chombo. Il a aussi mordu une personne dans la localité de Muyangi. Nous avons vu aujourd'hui à l'hôpital 3 personnes qui ont été mordues par un seul chien. C'est vraiment terrible. Auparavant, ils avaient peur des troupeaux de vaches. Mais comme les vaches mangent à l'étable,
possible. Aujourd'hui, ces chacals sont libres de circuler. On n'ose pas sortir quand la nuit tombe. Cette population indique qu'il s'est adressé aux autorités ayant dans les attributions la protection de l'environnement pour procéder à la chasse de ces bêtes, mais elle n'a pas eu de réponse. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Espérance Ndoyezou, le gouverneur de la province Mouranja, mais sans y parvenir. Francine Mahoro, en page environnement, au lendemain de la journée internationale dédiée à la terre, le Burundi reste confronté à des problèmes liés à la mauvaise gestion du territoire et des ressources naturelles. Analyse de la chercheuse Mireille Mizero qui rappelle que les changements climatiques que connaît actuellement le monde en général, mais aussi le Burundi en particulier, sont liés au gaspillage de moyens disponibles. Suivez plutôt ingénieur agronome Mireille Mizero, chercheuse en sciences de l'environnement et experte en réforme foncière. Le Burundi fait face à beaucoup de défis liés à la mauvaise gestion des ressources naturelles et aussi à la surpopulation, mais aussi si on peut voir au niveau de l'aménagement du territoire, il y a des soucis qui concernent l'occupation du sol. Vous voyez que nous avons déjà un petit pays pour dire que l'espace dont nous disposons pour notre territoire est limité. Et d'ailleurs, même la terre, elle est limitée. Et les pays ne sont pas si vastes qu'on le croit. Le territoire que nous gérons sont des territoires souvent fragiles. Il y a trop de sollicitations. Donc la terre, c'est comme une petite maison qui peut brûler, qui peut être détruite, qui peut subir de graves conséquences de la mauvaise utilisation des ressources qu'elle porte. Pour le moment, au Burundi, non seulement nous gérons une petite superficie du territoire dont on dispose, mais aussi la façon dont le territoire est géré et occupé, ça cause beaucoup de soucis. Il y a des gaspillages. Donc la terre est en train de subir la pression liée au gaspillage. Les gaspillages dont on parle sont de plusieurs dimensions. Il y a des gaspillages au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire, au niveau des constructions, dans beaucoup de domaines où justement on devait voir comment innover pour que tout soit gérable et tout soit considéré comme pas des déchets, mais comme des ressources secondaires qui peuvent être réutilisées, recyclées et pour limiter l'exploitation des ressources brutes. La chercheuse Mireille Mizero recommande une éducation généralisée sur les techniques agricoles et industrielles, ainsi que les gestes individuels compatibles avec l'écologie. Encore une fois, ingénieur agronome Mireille Mizero. L'industrie que nous avons n'est pas encore très développée, mais au niveau aussi des petites industries dont on dispose, il y a des efforts à faire en limitant le gaspillage des ressources qu'elles utilisent, la gestion des déchets qu'elles produisent pour que ces déchets soient retransformés en énergie. Et la seconde proposition, c'est une éducation environnementale qui est globalisée. C'est-à-dire que tout le monde doit se mettre en réseau pour que les pays, les communautés, la terre tout entière se relayent l'information sur comment on peut justement limiter le gaspillage des ressources, essayer de nous transférer les bonnes technologies, les bonnes techniques, les bons gestes écologiques que chacun peut faire chez lui. Nous sommes en train de voir les conséquences des changements climatiques qui nous arrivent et souvent on se croit victime, mais aussi on est auteur de ce qui nous arrive. Donc chacun doit faire ces petits gestes qui peuvent justement être très importants si jamais ils sont exécutés par les individus mais aussi par les communautés. Ne fût-ce que éteindre les lumières dans les chambres que les gens occupent, ne fût-ce que essayer de ne pas couper des arbres avant d'avoir planté d'autres qui vont y remplacer, ne fût-ce que limiter les pertes en terre, l'érosion des terres en limitant une surexploitation des terres, en installant des cultures anti-érosives. Vous avez déjà vu qu'il y a des véhicules qui n'ont pas de barrière, à savoir l'eau, l'air et tout ce qui peut transporter nos déchets. Et ça va s'éparpiller partout. Vous avez déjà vu par exemple quand quelqu'un balaye devant sa maison et s'il balaye en mettant ses déchets devant celle du voisin, ça risque de lui revenir et de lui retomber sur le visage après. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui se focalise aujourd'hui sur les réseaux scolaires. Au cœur de la société d'aujourd'hui vous est présenté par Émile Nibasomba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe,
Radio RPA Ijwi y'abanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils mettent ensemble les ressources humaines, matérielles et pédagogiques pour favoriser une meilleure réussite scolaire, éducative et un épanouissement culturel. Les réseaux scolaires sont régis par l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 2019. Ces réseaux scolaires sont-ils réellement importants dans le pays? Qu'en disent les enseignants? Nous allons également parler à un expert en éducation dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 23 avril 2022. Vous êtes avec Émile Niwasumba. Bienvenue. Le Burundi compte actuellement plus de 950 réseaux scolaires. Chaque réseau scolaire est formé de 3 à 5 écoles situées sur un rayon de 5 km. Lors de la présentation du bilan trimestriel ce mardi, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Havyarimana, a rappelé le but du réseautage des écoles. Les écoles qui sont dans la même localité, ils travaillent dans le même environnement. Cependant, il y a certaines écoles d'entre elles qui ont plus de moyens, plus de matériel didactique, plus d'enseignants que d'autres. Alors, compte tenu de ce problème, nous avons voulu qu'il y ait une entraide entre ces écoles. Nous avons voulu qu'il y ait une entraide entre les enseignants des différentes écoles qui se trouvent dans la même localité. Et pour y parvenir, nous avons alors créé ce qu'on appelle des réseaux scolaires. Alors, pour qu'il y ait cette entraide, il faut effectivement que les écoles d'abord passent le même examen afin de pouvoir déceler les forces et les faiblesses de telle ou de telle école pour que l'enseignant qui a pu avoir une bonne réussite puisse donner des stratégies à son collègue dont les élèves n'ont pas pu réussir le même examen. Cela n'est pas possible si on ne donne pas le même examen pour comparer le niveau des élèves et ensuite permettre aux enseignants, je dirais, les plus performants d'aider les enseignants moins performants pour rectifier le tir. Nos confrères de la télévision Renaissance ont parlé à certains enseignants des différents coins du pays qui ont donné leurs avis respectifs par rapport à ce système de réseau scolaire. Dans ce deuxième trimestre, il y a eu beaucoup de problèmes causés par ce système de réseau scolaire. Il y a eu beaucoup de lamentation de la part des professeurs, de la part des élèves. Nous avons vu des questions qui figuraient dans l'examen alors qu'on n'avait pas encore enseigné aux élèves cette matière. Nous avons vu aussi des professeurs qui se lamentaient, surtout au niveau du déplacement. Ils devaient se déplacer pour aller surveiller ailleurs. Il faudrait que le ministère s'y mette à organiser davantage ce nouveau système de réseau scolaire afin que ce réseau scolaire soit bénéfique aux enseignants et aussi aux élèves. En soi, le système des réseaux scolaires est un bon système, mais qui doit être quand même soutenu par certains fonds. Les fonds donc d'encouragement, les fonds donc de motivation, et les établissements donc qui ont du matériel didactique suffisant et qui vont alors appuyer ces écoles qui n'ont pas de matériel didactique suffisant afin de pouvoir aboutir à de bons résultats en s'entraidant mutuellement. Les enseignants qui sont les plus forts, qui ont eu de bons résultats dans des examens nationaux, puissent quand même appuyer ceux-là qui ne le sont pas. Théoriquement, on me dit qu'avec les réseaux scolaires, c'est une occasion de relever les défis, de s'entraider entre les professeurs. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Imaginez, on nous dit que c'est dans les réseaux scolaires qu'on va avoir les matériels didactiques. Et ces matériels didactiques qu'on n'a pas eu indispensables des leçons. Ces matériels vont nous aider rien du tout. Rien du tout, franchement. Il faudrait que le ministère se prépare à bien voir la mise en pratique de ce système de réseau scolaire. Sinon, il n'y a aucune importance. C'est pour déranger l'enseignant, c'est pour déranger l'élève. Les réseaux scolaires tels qu'ils sont organisés ne sont en aucun cas la solution au problème qui hante le système éducatif au Burundi, selon l'expert en éducation Libera Nibashirakandi. C'est vraiment une fausse solution à un vrai problème. Ce qu'il fallait faire, c'est notamment identifier, par exemple, les meilleurs enseignants qui, dans les différents concours, examens, leur classe se classent premier. Je donne un exemple. Je prends scientifique A.
je prends le cours de mathématiques. Il suffit de prendre deux enseignants, les deux meilleures écoles. C'est-à-dire qu'il y a une école qui est classée première, deuxième, par exemple, au concours de fin de la 9e année, et demander à ces deux enseignants de mettre en commun ce qu'ils enseignent. Autrement dit, leur syllabus en fait. C'est-à-dire, ils vont produire un seul syllabus à partir de deux syllabus de deux meilleurs enseignants en mathématiques. Il y a la théorie et il y a les exercices. Il faut absolument multiplier les exercices. Alors, avoir des moyens pour faire en sorte que ce syllabus qui est enrichi, où il y a beaucoup d'exercices, le multiplier et le distribuer dans toutes les écoles du pays. Pour dire que tous les enseignants de mathématiques dans la section scientifique A enseigneraient exactement le même contenu, donneraient les mêmes exercices. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut qu'en plus de ce syllabus, de l'enseignant et probablement de l'élève, il faut un recyclage de tous les enseignants de scientifique A pour les former à utiliser ce syllabus et à élaborer un examen. Et c'est là où interviendraient alors les deux enseignants. C'est là où ils partageraient en fait leur expérience. Donc, le réseautage des écoles, ça n'a aucun sens sans les moyens, sans donner les conditions aux écoles pour que justement l'apprentissage des élèves se fasse dans les mêmes conditions. Je regrette fortement que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique met toujours en cause les enseignants et porter la responsabilité, c'est une façon de fuir en fait les responsabilités. Ce sont nos confrères de la radio Inzamba qui ont recueilli l'intervention de professeur Libera Ntibashira Kandi dans un séminaire organisé par le programme Apprendre en février 2021. L'inspecteur général du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Tarsis Nyongabo, a signalé que les réseaux scolaires faisaient face au manque de matériel didactique, surtout dans l'enseignement des sciences, le manque de bibliothèques, de laboratoires et de matériel informatique. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 23 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce samedi 23 avril 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.